messieurs, bonsoir. Nous sommes le vendredi 10 novembre. Bienvenue dans le 20h. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan aujourd'hui après quelques jours passés aux États-Unis d'Amérique. À Washington, il a pris part à la signature de dons du MCC, Millennium Challenge Corporation, estimé à 315 milliards de francs CFA. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a visité ce vendredi deux importants chantiers du gouvernement. Il s'agit des travaux de valorisation de la baie de Cocody et le projet d'ouverture de l'embouchure de Grand Bassin. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, en visite de travail en France, a été reçu par son homologue français des armées. La coopération dans le domaine de la défense, notamment la lutte contre le terrorisme, a été évoquée. Soyez les bienvenus sur RTI1. La victoire à tout prix, c'est l'ambition affichée par les éléphants de Côte d'Ivoire qui affrontent demain, samedi 11 novembre, au stade Félix Houphouët-Boigny, l'équipe nationale du Maroc. Les éléphants se préparent, les supporters aussi. Mais comment? Pour en savoir davantage, nous recevrons dans quelques instants le président du comité national de soutien aux éléphants, M. Parfait Kwasi. En attendant, voyons en image l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara. Il a regagné Abidjan aujourd'hui après quelques jours passés à Washington, aux États-Unis d'Amérique. À son arrivée ce matin, dans la capitale économique ivoirienne, le chef de l'État a été accueilli par le vice-président Daniel Kablan-Duncan et plusieurs membres du gouvernement. Je rappelle que le président Ouattara était à Washington pour la signature de dons du MCC, Millennium Challenge Corporation, dont estimé à 315 milliards de francs CFA. Et à son arrivée ici à Abidjan, le chef de l'État a fait le point de son séjour aux États-Unis d'Amérique. Nous écoutons le président de la République. Je rentre de Washington où j'ai pris part à la cérémonie de signature de l'accord de dons du Millennium Challenge Corporation à la Côte d'Ivoire. Le Millennium Challenge Corporation est un programme d'aide bilatérale du gouvernement des États-Unis en faveur des pays qui ont rempli des indicateurs de mesure de performance en matière de bonne gouvernance, de respect des droits de l'homme et de bonne gestion économique. J'étais accompagné d'une très forte délégation comprenant le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le ministre des Transports ainsi que plusieurs membres du cabinet présidentiel. Je voudrais tout d'abord remercier le président Donald Trump, le gouvernement et le peuple américain pour ce soutien et pour l'accueil qui nous a été réservé, ainsi que pour toutes les marques d'attention dont ma délégation et moi-même avons été l'objet. Alors, la cérémonie de signature de l'accord de dons du MCC à la Côte d'Ivoire s'est déroulée au département d'État américain en présence de l'ambassadeur Stephanie Sullivan, représentant le gouvernement américain, du président directeur général du Millennium Challenge Corporation, M. Jonathan Nash, et de plusieurs personnalités du monde politique et financier américain. Ce don du gouvernement américain d'un montant de 724,7 millions de dollars, donc plus de 300 milliards de francs CFA, est destiné au secteur de l'éducation, de la formation professionnelle et des transports. Alors, s'agissant du secteur éducation-formation, l'enveloppe allouée, qui est d'environ 30%, sera destinée à l'amélioration de l'employabilité des jeunes et à la productivité du secteur privé. Cette dotation permettra notamment la construction et l'équipement de près de 84 collèges de proximité ainsi que des centres de formation technique et professionnelle. Alors, quant au secteur des transports, des 2/3 de l'enveloppe sera alloué et consacré au projet de transport de la ville d'Abidjan.
en vue d'accroître la compétitivité de la capitale économique de notre pays et en tant que pôle principal de croissance avec ses 6 millions d'habitants, en améliorant notamment la fluidité du trafic ainsi que la gestion et l'entretien des routes. Au cours de la cérémonie, le gouvernement américain a félicité la Côte d'Ivoire pour ses performances économiques et a réitéré la détermination des États-Unis à soutenir les efforts du gouvernement en faveur de la réduction de la pauvreté à travers une croissance durable et inclusive. Les États-Unis ont également salué la forte croissance économique ainsi que les progrès et les réformes entreprises par notre pays dans plusieurs domaines, notamment en matière de renforcement de la transparence au niveau du système judiciaire. En marge de la cérémonie de signature de cet accord, nous avons eu un entretien avec le sous-secrétaire au Trésor américain, M. David Malpass, qui a également félicité la Côte d'Ivoire pour nos performances économiques et a réaffirmé la détermination du gouvernement américain à œuvrer au renforcement de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. J'ai également effectué une visite au siège de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Alors à la Banque mondiale, j'ai eu l'occasion de faire une communication sur le thème de la crise à la stabilité, expériences et leçons à retenir de la Côte d'Ivoire. À cette occasion, j'ai mis en exergue les efforts déployés par le gouvernement, notamment dans le secteur de la santé, de l'éducation et des infrastructures, en vue de relancer l'économie et stabiliser le pays après la crise post-électorale de 2010. C'était important de montrer comment un pays qui a été plongé dans une crise majeure a pu se redresser et permettre une croissance économique très forte, pas seulement pendant 2 ou 3 ans, ce qui est facile, mais pendant une période plus longue, comme c'est le cas de notre pays. J'ai eu également un entretien en tête-à-tête suivi d'un déjeuner de travail avec le président de la Banque mondiale, M. Jim Kim. Et alors au Fonds monétaire international, mon ancienne maison, j'ai eu une rencontre avec le premier directeur général adjoint, M. David Lipton, avant de faire une adresse au conseil d'administration de cette institution, au cours de laquelle j'ai donc indiqué le parcours que nous avons eu à faire, aussi bien au niveau donc de l'opposition que bien sûr à notre arrivée aux affaires. J'ai relevé les bonnes performances de l'économie ivoirienne et j'ai notamment insisté sur la nécessité d'une plus grande démocratisation au Fonds monétaire international pour tenir compte de la voix des pays émergents et des pays en voie de développement. Alors, les membres du conseil d'administration du FMI ont félicité notre pays pour les succès économiques enregistrés au cours des 6 dernières années et ont apporté leur soutien et leur encouragement à notre pays qui ont selon eux un modèle unique. Enfin, j'ai fait une communication au Centre d'études stratégiques internationales qui est un prestigieux cercle de réflexion et d'influence aux États-Unis. À cette occasion, j'ai présenté les recettes entre guillemets qui ont permis de relancer l'économie ivoirienne, notamment les mesures urgentes que nous avons développées déjà depuis l'Hôtel du Golfe pour la mise en place d'un programme présidentiel d'urgence et ensuite tous les efforts qui ont été faits pour la réhabilitation des universités, des infrastructures de base, des écoles, des hôpitaux, des routes et ainsi de suite. Mais j'ai insisté sur le fait que la première chose importante, c'est un bon cadrage macroéconomique. S'assurer que le pays ait bien sûr une bonne croissance, mais également qu'elle arrive à maîtriser le déficit budgétaire et l'inflation et à bien orienter les priorités pour être sûr que, bien évidemment, dans la mise en œuvre, la rigueur et la bonne gouvernance doivent être de mise.
Alors, j'ai fait mention des réformes engagées dans le secteur du cacao et de la noix de cajou pour dire que notre ambition maintenant, c'est de passer à la transformation de ces deux produits dont nous sommes les premiers producteurs au monde. Nous avons également mentionné les investissements massifs qui ont été faits dans le secteur de l'énergie, ainsi que les dépenses pour la partie de la population la plus défavorisée, en vue d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens en général. Grâce à ces performances, notre pays est donc l'une des économies les plus dynamiques au monde, avec un taux de croissance moyen annuel de plus de 9%. Et ceci est vraiment exceptionnel et je crois que nous devons le dire avec beaucoup de fierté. Je félicite le gouvernement pour cette performance qui est unique, non seulement sur le continent, mais également dans le monde. J'ai aussi présenté les opportunités d'affaires qu'offre notre pays grâce aux mesures engagées en matière de lutte contre la corruption, l'amélioration du climat des affaires, la place stratégique de notre pays au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO, ainsi que la politique d'ouverture de la Côte d'Ivoire. J'ai donc invité les entreprises américaines à s'intéresser davantage à la destination Côte d'Ivoire pour réaliser les affaires et bien sûr, à cette occasion, nous avons plaidé pour le dossier Air Côte d'Ivoire et je suis heureux de l'aboutissement de ce dossier important. Je peux dire que ce séjour a été particulièrement fructueux pour la Côte d'Ivoire. Il a permis de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les États-Unis et notre pays et de nouer des contacts utiles pour l'avenir. Notre objectif, comme je l'ai indiqué au gouvernement américain, est de tout mettre en œuvre pour l'obtention d'un deuxième compact du Millennium Challenge Corporation pour notre pays dans les 3 à 5 ans à venir. Voilà, et c'était l'intervention du président de la République sur sa mission aux États-Unis d'Amérique. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a visité ce vendredi 2 importants chantiers du gouvernement. Il s'agit des travaux de valorisation de la baie de Cocody et le projet d'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam. Le vice-président ivoirien assure que les délais seront tenus, comme nous l'explique Viviane Aimé. Lancés depuis le 18 janvier 2016, les travaux de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody, après une première phase qui a consisté en des travaux de dragage de la lagune polluée, sont entrés désormais dans la phase 2 du projet qui consiste en la réalisation des infrastructures prévues par le projet, à savoir l'aménagement des berges, la construction d'une marina, la construction d'immeubles et d'un parc urbain qui comportera des infrastructures commerciales et de loisirs. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, en visite ce vendredi sur le chantier de la baie de Cocody, tenait à s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. L'expertise marocaine qui existe sur le dossier, l'expertise ivoirienne, dans ce dossier, nous allons avoir un projet qui va faire en vie. Et c'est un exemple extraordinaire de coopération sud-sud. C'est ça que moi je retiens à ce sujet. C'est un dossier qui va changer le visage à la fois donc, de la ville d'Abidjan, mais singulièrement du plateau et de Cocody. Je pense que c'est tout ça sur lequel il faut qu'on se concentre et faire en sorte qu'on puisse aller de l'avant. Abidjan accueillera à la fin de ce mois de novembre le sommet Union européenne-Union africaine. Dans la perspective de cette importante rencontre, le vice-président de la République a souhaité que certaines dispositions soient prises au niveau de la conduite des travaux. Nous souhaitons que les abords soient propres, puisque vous savez, nous allons avoir les 29 et 30 novembre prochains un sommet donc, des États membres de l'Union africaine et de l'Union européenne qui sont ici. Beaucoup de chefs d'État et de gouvernement ont confirmé leur présence ici. Au départ, on pensait avoir 4000 personnes, on peut dépasser même peut-être les 7000, de ce qu'on croit et savoir. Donc il va y avoir une affluence ici et il faut que la ville d'Abidjan porte sa plus belle robe, si je puis dire, soit totalement propre. Madame le ministre travaille déjà en amont sur ce dossier. Et je pense, comme il s'agit d'un grand chantier, que les gens, en passant, vont certainement regarder des véhicules, puisque quand vous passez là-haut, vous voyez cela, que peut-être on nettoie ça. Je crois que vous avez entendu qu'on est tous d'accord que ce nettoyage sera donc fait. Et je crois que c'est pour le bien donc au niveau d'Abidjan.
cet important chantier, financé à hauteur de 282 milliards de francs par l'État de Côte d'Ivoire, la Banque islamique de développement et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, est conduit sur le terrain par Marchik Ahmed, société d'État marocaine qui a une expertise dans ce type d'ouvrage. Le projet sera achevé en 2020. Autre grand projet du gouvernement, l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, s'est rendu sur le site de l'embouchure à Grand Bassam après sa visite de la baie de Cocody. Ce projet tant attendu par les populations de Grand Bassam en raison de son impact sur le développement général de la région, car l'ouverture de l'embouchure va permettre la création d'un port à bateau à Grand Bassam, ainsi que le développement des activités de pêche et avec aussi la construction à Grand Bassam d'un débarcadère à poissons offert par le roi du Maroc. Cette visite du vice-président de la République ce vendredi sur le site de l'embouchure était porteuse de bonnes nouvelles pour les populations de Grand Bassam, car l'annonce a été faite que les travaux vont démarrer effectivement au cours du premier semestre 2018 pour s'achever en 2020. En outre, les travaux de construction du débarcadère pour la pêche traditionnelle seront réalisés dans le même temps. Le ministre des Ressources halieutiques a présenté le site retenu. C'est un projet de 20 milliards à peu près, c'est 19,12 milliards, mais j'arrondis ça à 20 milliards de francs CFA, qui va se faire pour l'embouchure. Mais l'embouchure seule, comme c'était indiqué, ne suffira pas. Il faut faire des éléments conjoints pour aller de l'avant. Comme Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, avait décidé de faire un débarcadère ici à Grand Bassam. Nous sommes venus voir à la fois l'embouchure, mais aussi voir, disons, que le débarcadère qui va se faire ici. Par ailleurs, avec les Italiens, il était question aussi de mettre une sorte de petit, disons que, arsenal donc, maritime ici, qui fait qu'il va y avoir donc une conjonction d'un certain nombre d'éléments, avec notamment le quartier historique de Grand Bassam, de manière à ce qu'on ait une cité à la fois balnéaire, touristique, culturelle, de manière à ce qu'à partir d'Abidjan, pour les week-ends, les gens peuvent venir ici pour beaucoup de choses et se reposer, prendre des poissons, etc. Et c'est des synergies extraordinaires. Le chantier d'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam sera également conduit par la société d'État marocaine Marchik Ahmed. Le Rassemblement mondial du mouvement SON a pris fin hier à Abidjan. Ce mouvement vise la promotion de la nutrition et des progrès ont été réalisés en Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Mahama Traoré et Abiba Dambélé Saoui. Pari de l'organisation réussi pour la Côte d'Ivoire. Premier pays hôte du rassemblement annuel du mouvement mondial Scaling Up Nutrition, en abrégé SAN. De l'avis de Anthony Lake et de Gerda Verbourg, respectivement président et coordonnatrice du mouvement SAN, la rencontre d'Abidjan a été un succès. Un succès suscité en majeure partie par l'hospitalité ivoirienne. Sur le fond, ce 5e rassemblement annuel a dessiné les contours d'un lendemain meilleur pour la lutte contre la malnutrition. Le message qui ressort de ces 3 jours de rassemblement, c'est de faire en sorte qu'il y ait un engagement franc des politiques de chaque pays. Deuxièmement, que l'on continue de se mettre ensemble pour manifester notre désir de réduire la pauvreté dans le monde. Troisièmement, de faire ensemble que nos enfants puissent grandir de façon saine. Selon le vice-président Daniel Kablan-Duncan, les conclusions de ces travaux vont contribuer à optimiser la mise en œuvre des politiques de nutrition dans chaque pays membre. Le partage d'expériences, les idées novatrices développées lors de ces fructueuses discussions permettront à chaque pays et aux partenaires techniques et financiers de mieux cibler les leviers à actionner en vue d'obtenir des résultats rapides mais aussi efficaces. En effet, nos pays, et la Côte d'Ivoire en particulier, continuent de faire des efforts en vue de conforter et de renforcer les acquis. Toutefois, le concours tant financier que technique de l'ensemble de nos partenaires est nécessaire, notamment dans le contexte de réduction des marges de manœuvre budgétaires des pays en développement. La déclaration qui a sanctionné ces assises a été baptisée le message d'Abidjan sur la nutrition. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a été chargé par le mouvement mondial SAN de transmettre ce message au prochain sommet Union africaine, Union européenne qui aura lieu fin novembre à Abidjan.
Korogo, dans la région du Poro, a abrité les premières journées des chefs d'entreprise ce vendredi. L'objectif de ces journées, redynamiser l'activité économique dans les régions. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'engage à soutenir cette initiative. Le compte rendu d'Herman Guivet dans nos prochaines éditions. Et plus loin, en France, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, en visite de travail, a été reçu par son homologue français des armées. La coopération dans le domaine de la défense, notamment la lutte contre le terrorisme, a été évoquée au cours de cette rencontre. Abou Sanogo pour nous expliquer. L'axe Abidjan-Paris se renforce. La Côte d'Ivoire et la France renforcent leur coopération sécuritaire. Hôtel de Brienne, rue Saint-Dominique à Paris. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, en visite de travail, accueilli par son homologue française des armées, Florence Parly. Pour leur première rencontre, les échanges ont essentiellement porté sur les questions liées aux défis sécuritaires dans toute la sous-région ouest-africaine et dans bien d'autres domaines, notamment la formation des soldats ivoiriens. Nous avons parlé de la vision de la Côte d'Ivoire de projeter des troupes au niveau des missions de paix et de faire tout cela en synergie avec l'appui de la France. Nous avons également regardé les questions de formation des unités ivoiriennes, des forces spéciales de Côte d'Ivoire, et même de la sous-région par rapport aux défis sécuritaires dans toute la sous-région. Nous avons des avancées concrètes. Très bientôt, nous allons avoir le plaisir de recevoir Madame la ministre à Abidjan dans le cadre d'une visite pour faire également le point des avancées des différentes préoccupations que nous avons évoquées ce matin. En retour, la ministre française des armées a assuré son homologue ivoirien du soutien de la France dans la lutte contre le terrorisme et la défense de ses frontières. Cette visite a permis au ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, de découvrir l'hôtel de Brienne, un hôtel particulier, construit au XVIIIe siècle et qui abritait les bureaux du ministre des Armées. Dans l'actualité judiciaire en Côte d'Ivoire, la Cour suprême fait sa rentrée. Au cours de la cérémonie tenue ce jeudi, de nouveaux magistrats nommés par le président de la République ont été installés. Ce sont au total 44 magistrats qui ont officiellement pris fonction. Ahmed Traoré, Sita Soro. L'audience solennelle de la rentrée judiciaire de la Cour suprême a eu pour cadre l'hôtel communal de Cocody. Elle a permis de dresser le bilan de l'année judiciaire qui s'achève, d'évoquer les perspectives et de procéder à l'installation des nouveaux membres, notamment le procureur général près cette cour, Paulette Badjo, nommé le 10 février 2017 par le président Alassane Ouattara. J'ai essayé tout le long de ma carrière de magistrat de rester conforme à mon serment de digne et loyal magistrat. Je pense que c'est le couronnement de l'observance de ce serment. Le président de la Cour suprême, René François Afinkwasi, a invité les nouveaux promus à cultiver l'humilité. Tous ceux qui ont pu assister à cette cérémonie prennent conscience de ce que ce n'est pas une rencontre pour rien. C'est une rencontre de magistrats de la Cour suprême et qui ont montré qu'ils étaient prêts à œuvrer pour l'édification de leur justice. En plus du procureur général, ce sont 18 magistrats qui ont été nommés conseillers à la Cour suprême et 15 autres magistrats en tant qu'avocats généraux près de la dite Cour. Avant ses 100 jours à la tête de l'AGEROUTE, le directeur général de l'Agence de gestion des routes, Pierre Demba, a visité des chantiers à l'intérieur du pays. Première étape, la région du Bélier. Objectif, s'imprégner de l'état d'avancement des travaux initiés par le gouvernement. Godefroy Okambawa, Sita Soro. Première étape de cette tournée, l'autoroute Saint-Grobo-Yamsokro en pleine réhabilitation. Accompagné de ses collaborateurs, le directeur général de l'Agence de gestion des routes a pu constater le niveau d'avancement des travaux. Suite à une séance de restitution, il a instruit les différents responsables techniques à faire en sorte que les travaux soient livrés dans les délais requis. On n'a rien prévu. Ensuite, cap est mis sur l'autoroute Yamsokro-Tiebissou-Bouaké. Ici, le niveau d'exécution des travaux est estimé à 25%. Selon les autorités administratives, ces travaux devront aider les populations rurales à travers l'ouverture de voies à bénéficier d'infrastructures de base. Après l'étape du Bélier, Pierre Demba se rendra les jours à venir dans les régions du nord et de l'ouest du pays, avec la même ambition, améliorer le réseau routier national qui constitue pour le gouvernement un levier important du développement de la Côte d'Ivoire.
Et on va rester sur les routes pour parler des travaux de réhabilitation de la nationale A3, précisément l'axe Bouaké-Fekese-Dougou. Les travaux vont démarrer. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va donner le coup d'envoi demain samedi 11 novembre. Les usagers de cette route ne cachent pas leur joie. C'est le cas à Niakara où les populations se sont mobilisées pour exprimer leur reconnaissance au gouvernement. Et les éléphants de Côte d'Ivoire se préparent à accueillir, donc à affronter les Marocains demain. C'est un match décisif car les éléphants doivent absolument l'emporter s'ils veulent se rendre en Russie pour le mondial. Le reportage de nos confrères de RTI Sport. Les éléphants jouent gros ce samedi face au Maroc. Un match de poule qui est devenu un match de coupe. Une finale à gagner impérativement pour la troupe de Villemotte. 3 points en jeu qu'il faut prendre pour composter le ticket de Russie 2018. Après une CAN 2017 calamiteuse et des éliminatoires menés en dents de scie, les éléphants ont besoin de cette qualification pour redorer leur blason terni ces derniers temps par 2 sorties ratées à Bouaké face à la Guinée et au Gabon. 2 rencontres à vite oubliées. Et depuis l'arrivée de Villemotte, les éléphants piétinent leur football. 3 défaites, 1 nul et 1 victoire en 5 sorties, toutes compétitions confondues. Face au Maroc, les éléphants ont l'avantage des statistiques de ces 10 dernières années. En 6 confrontations depuis la CAN 2006, les Ivoiriens comptent 2 victoires, 3 nuls et seulement 1 défaite. Un avantage psychologique. Un avantage sur papier car les cartes sont en faveur des Lions de l'Atlas avec un petit point d'avance sur nos Pachidèmes. Un nul suffit au bonheur des Marocains. En 5 sorties dans ces éliminatoires, les éléphants enregistrent 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Ils ont marqué 7 fois pour 3 buts encaissés, soit à une moyenne de 1,4 par match. Ce samedi, c'est d'un match référence que les Ivoiriens ont besoin. Celui qui doit faire chavirer de bonheur toute une nation. Et un match comme celui-là se gagne avec le cœur. Et justement, pour gagner ce match avec le cœur, les éléphants se préparent, les supporters aussi. Justement, pour parler de ce match, nous sommes en compagnie du président du Comité national de soutien aux éléphants, M. Parfait Kwasi. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Alors, dites-nous, vous êtes le président du comité de soutien. Les éléphants, on l'a entendu, doivent absolument remporter ce match. Alors, vous qui êtes le 12e homme, puisqu'ils seront 11, au stade Félix Houphouët-Boigny, sur la pelouse contre le Maroc. Vous êtes le 12e homme en tant que comité de soutien. Quel est votre état d'esprit? Mon état d'esprit, c'est la sérénité et puis la confiance. Nous avons fait ce que nous devions faire, mobiliser les Ivoiriens. Et je suis d'autant plus satisfait qu'aujourd'hui, quand on a fait le pointage au niveau des tickets, la totalité des tickets avait été achetée. Donc, on espère que le stade va le stade va être totalement plein. Et au-delà, quand j'entends les discussions, quand j'entends les Ivoiriens s'exprimer, je sens qu'ils sont totalement concernés par ce match. Et cela est une grande satisfaction. Je voudrais les en remercier parce qu'ils ont entendu notre appel à la mobilisation. L'appel à la mobilisation, comme vous le dites, a été entendu et ce rôle va continuer demain au stade. Absolument, absolument, parce que toutes les statistiques le montrent. Hein, le fait de jouer à domicile et de bénéficier du soutien de son public, statistiquement, est un avantage. C'est démontré donc scientifiquement. Et ce rôle-là, nous devons le jouer et nous allons le jouer demain. Et souvent, ce n'est pas facile parce qu'on remarque en général, quand les matchs se jouent, quand il n'y a pas de but, silence radio. Oui, c'est vrai que les supporters ivoiriens, de façon culturelle, hein, ils ont cette tendance à attendre que l'équipe soit dans de bonnes conditions. C'est valable pour tous les supporters, pas seulement pour les Ivoiriens. Non, c'est pas tous les supporters qui ont cette culture-là. Il y a des supporters, notamment les Turcs, qui supportent de la première à la dernière minute, même quand il n'y a pas de but, de façon très chaude, même quand leur équipe est en difficulté. Et c'est cet exemple qu'il faudrait que nos supporters suivent. Et demain, et je les invite justement à être des supporters qui supportent de la première à la dernière minute. Quel que soit le scénario du match, que nous supportions nos hommes. Parce qu'un match, il peut se gagner dans les derniers moments du match. Et donc, il ne faut pas se décourager. Jusqu'à la fin, il faudra être derrière nos hommes. Et à propos de nos hommes, moi, je veux leur dire que nous leur faisons confiance. Nous croyons en eux. Ce que nous leur demandons,
c'est de se battre jusqu'à la dernière sueur de leur corps. Vous les avez côtoyés, vous les avez visités, parce que ce n'est pas seulement au stade que vous soutenez. Hier soir, je les ai rencontrés, je suis allé les voir à l'entraînement au stade Houphouët-Boigny. J'ai serré la main à chacun d'eux à qui j'ai donné un message particulier de soutien des Ivoiriens, et je pense qu'ils ont entendu le message. Alors, 2 mots pour terminer, un mot sur la discipline. Pardon, rapidement, la discipline observée pour ce match au niveau des supporters. Ce match a été classé comme un match sensible par la FIFA qui a dépêché un officier sécuritaire pour superviser un petit peu les choses. Cela requiert de la part des supporters ivoiriens, qui sont connus d'ailleurs pour leur comportement exemplaire. Mais il faut rappeler qu'ils doivent encore observer cette correction-là sur ce match. Il ne faut pas siffler l'hymne national du Maroc. Ce n'est pas nécessaire. C'est sur le terrain qu'il faut les battre. Il ne faut pas lancer des projectiles sur le terrain. Ce n'est pas nécessaire. Voilà. Donc, ça, ce sont le b.a.-ba qu'il faudra respecter. Maintenant, au-delà de ça, il y a les dispositions classiques qui sont prises. L'absence dans le stade de bouteilles en verre, de bouteilles avec des capuchons. Et je pense que les Ivoiriens, ils sont disciplinés. Donc, ils vous ont entendu. Voilà. Merci en tout cas, monsieur Kwasi Parfait. Le match, c'est à 17h30. Le match est à 17h30. Les portes du stade seront ouvertes à partir de 12h30 et je demande à tous les supporters de s'habiller en orange et d'avoir leur drapeau orange-blanc-vert. Merci beaucoup. Et nous, ici, on aura également ce drapeau orange-blanc-vert. Pourquoi pas? On aura peut-être ce ticket et on l'espère avoir ce ticket. On croise les doigts pour la victoire demain. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, tous derrière l'équipe nationale.